Voilà, donc effectivement, l'ANCLI a souhaité, il y a très longtemps, s'occuper du post-accident. Donc ça a été à travers la création du GPPA. Je vais donc vous parler de cela. Donc ce qui est évident, c'est que pourquoi parler du post-accident? C'est pour se préparer ensemble aux conséquences d'une situation post-accidentelle. C'est pour se préparer à la fois, je dirais, au niveau des institutionnels, l'État, on en a parlé hier, l'IRSN, l'ASN, mais aussi se préparer dans les territoires. Un accident n'est pas souhaitable, bien entendu, je crois que nous sommes tous convaincus de ça, mais on s'aperçoit qu'il peut arriver, donc il faut se préparer, il faut que les territoires se préparent. C'est en tout cas ce que souhaitait l'ANCLI en créant ce groupe de travail. On sait aussi que les différentes réglementations confèrent aux élus, et notamment aux élus de proximité, et je pense aux maires, puisque j'en étais un jusqu'au mois de mars, de grandes responsabilités. Donc il faut que les maires puissent agir en toute connaissance de cause et qu'ils décident des conduites à tenir. Donc ce qui est évident, c'est qu'en situation d'urgence, les consignes sont claires, ça a été évoqué hier, notamment à travers les PPI, même si on peut rediscuter des périmètres des PPI. En tout cas, les conduites à tenir sont claires, à la fois pour l'État, pour les services de l'État, à la fois pour les services institutionnels, mais aussi pour les collectivités, particulièrement les maires. Mais il est évident qu'après l'urgence, se poserait un problème de réglementation. Qui deviendrait responsable en cas de problème? Quelles seraient les tâches dévolues aux élus, et notamment au maire qui est, à l'échelon communal, le responsable pour la santé publique et puis aussi pour tout ce qui touche à son territoire. Donc, le post-accident vu de la France, c'est d'abord à Tchernobyl en 1986. Donc, ce qu'on a pu constater, c'est que ça a été un bouleversement du mode de vie, mais surtout dans les territoires impactés. Il faut reconnaître, je crois que ça a été évoqué hier, qu'en France, ça n'a pas bouleversé ni la vision qu'on avait du nucléaire, ni, au point de vue institutionnel, la démarche vers le post-accidentel. Mais néanmoins, il faut reconnaître qu'en 2005, l'ASN, l'Autorité sur le nucléaire, a lancé le CODIRPA, donc un comité directeur post-accidentel, qui a été présenté par Michael Petit-Frère hier. Et ça a été une initiative, je dirais, unique en Europe et dans le monde. Ça a été pour la première fois un pays considéré qu'un accident était plausible et qu'il fallait prendre des mesures. Donc, je pense que hier, vous avez pu suivre, pour ce qui était la démarche post-accident, jusqu'aux éléments de doctrine et jusqu'à maintenant les préconisations qui sont faites. Je n'y reviendrai pas. Puis il y a eu en 2011 Fukushima, et là, ça a été, je dirais, le renforcement des convictions. On ne pouvait éviter, à partir de ce moment-là, de parler d'une situation post-accidentelle pour préparer ces territoires à la gestion donc post-accidentelle. Un petit, pour ceux qui étaient là hier, connaissent bien la démarche, mais un petit rappel de la situation post-accidentelle, c'est évidemment après la phase d'urgence, quand les rejets sont terminés, mais que des territoires sont contaminés et qu'il faut prendre alors des décisions sur la levée des actions de protection d'urgence et puis surtout préparer les actions post-accidentelles pour gérer les populations, les territoires et les biens matériels qui seraient touchés par les rejets et par la contamination. Donc une situation post-accidentelle, c'est sur une durée très durable et de long terme, ça va de plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, on voit ce qu'il en est avec Tchernobyl en ce moment. C'est d'abord aléatoire dans le sens où les territoires, l'ampleur des territoires concernés dépend beaucoup des rejets, mais aussi des conditions météorologiques. Ça a été aussi abordé hier, à la fois sur les précipitations, sur la direction des vents, sachant que les vents peuvent changer de direction durant la phase d'urgence. Donc, Fukushima en est l'exemple aussi. Donc, c'est un phénomène assez aléatoire, dans ce sens où on ne peut pas standardiser, même si on verra qu'on va essayer de le faire plus loin. Et bon, les risques pour la population, on les connaît, je crois qu'on ne va pas y revenir, mais c'est à la fois l'exposition externe et la gestion de denrées ou le contact avec des produits contaminés.
Donc, un petit rappel à la doctrine CODIRPA, j'espère que Michael, s'il est présent, ne m'en voudra pas, mais c'est simplement rappeler que le CODIRPA existe et qu'il a 3 objectifs, dans la doctrine, il a 3 objectifs: protéger les populations contre le danger des rayonnements ionisants, apporter un appui à la population victime des conséquences de l'accident, et reconquérir les territoires affectés sur le plan économique et social. On a vu que, et je crois que ça sera encore plus flagrant avec l'intervention de nos amis japonais après-midi, on a vu que c'est un point primordial après une catastrophe ou un accident nucléaire. Je rappelle aussi les 6 points clés de la gestion post-accidentelle. C'est effectivement, d'après la doctrine, les éléments de doctrine CODIRPA, la mise en place d'un zonage des territoires contaminés, la mise en œuvre d'une prise en charge médicale et psychologique de la population affectée, d'un suivi dosimétrique et épidémiologique, d'un soutien financier, voire d'une indemnisation si c'est nécessaire pour les populations déplacées. C'est aussi une caractérisation de la situation radiologique et des niveaux de contamination. C'est la mise en place d'une démarche spécifique de la gestion de l'eau de robinet, plus généralement de l'eau potable, de l'eau utilisée dans des tâches ménagères, mais aussi pour l'alimentation. C'est l'établissement d'une nouvelle gouvernance fondée sur la vigilance et la participation des personnes concernées. Et là, l'ANCLI, vous le verrez, insiste beaucoup sur le fait que les populations, pour minimiser les risques de contamination, doivent être impliquées dans des mesures très simples, mais doivent être informées surtout. Et puis préparer aussi des actions de réduction de la contamination et des solutions pérennes de gestion d'importantes quantités de déchets d'origine et de nature diverses. Je crois que ça a été abordé pour ceux qui étaient là hier, en ce sens où effectivement la décontamination provoque beaucoup de déchets et qu'il faudra se soucier, il faut se préparer à gérer ces déchets. Donc la vigilance sociétale est bien une nécessité. Du point de vue de l'ANCLI, la sûreté nucléaire repose non seulement sur un engagement fort des exploitants, de l'autorité de contrôle, de l'expert public, mais aussi une implication effective de la société civile. Alors la société civile, c'est à la fois, je dirais, les élus, c'est les acteurs locaux, ça a été évoqué, les chambres consulaires, c'est les entrepreneurs, c'est les industriels. Je pense que toute la société civile, en cas d'accident et en cas de gestion post-accidentelle, devrait être impliquée dans le processus. C'est une obligation. Donc, en 2008, l'ANCLI a décidé de créer un groupe permanent pluraliste sur les questions d'urgence post-accidentelle. Ce groupe permanent est issu de toutes les commissions locales d'information du territoire français. Il regroupe des personnes, je dirais, de tous les groupes qui sont intégrés dans les CLI. Je rappelle que les CLI sont composés d'élus, d'experts, d'associatifs, de syndicats. Alors, des syndicats qui sont impliqués dans l'énergie nucléaire, hein, puisque c'est une obligation. Donc, dans les CLI, ces gens-là, certains ont souhaité rejoindre ce groupe pour partager les expériences et les questionnements sur les situations de crise, sur les PPI, sur les PCS, puisque dans les plans communaux de sauvegarde, il est évident que pour les communes concernées, on parle du PPI, mais on n'évoque absolument pas ce que pourrait être la gestion d'une situation post-accidentelle. Pour évoquer aussi, on en a parlé longuement, ça fait l'objet de débats animés, la distribution de comprimés d'iode, leur utilisation, mais aussi, et ça a été évoqué un petit peu, l'urbanisation autour des sites nucléaires, et bien entendu, pour évoquer le post-accident sous toutes ses formes et surtout sur les formes d'implication de la société civile. Donc la société civile, évidemment, doit être un contributeur actif aux situations d'urgence et de post-accident, au-delà de l'urgence dont j'ai dit qu'elle était, et l'expérience le prouve, je dirais, elle était menée par les services de l'État, par les services de secours, par les institutionnels, mais surtout sur le post-accident. Donc il est reconnu que si les conditions favorables sont réunies, la population et les acteurs locaux peuvent contribuer de façon active à la gestion des situations d'urgence à court, à moyen et à long terme, en contribuant à leur propre protection, en adaptant leurs habitudes de vie quotidiennes et en développant une culture pratique de radioprotection fondée sur la propre évaluation de la situation de leur territoire. En effet, ce sont les habitants, ce sont la population présente sur un territoire qui sera le mieux à même, si elle est informée, si elle a les moyens techniques de le faire, sur l'évolution de la contamination, sur les territoires à toucher.
Et donc, c'est bien la population qui sera à même de prendre en main sa destinée et sa protection. Et puis, effectivement, la population sera forcément concernée. Alors, je pense à tout, je l'ai évoqué, les industriels, les entrepreneurs, les professions libérales, les médecins et tout. Donc, la contribution de la société civile au redéploiement des activités économiques, sociales, à moyen et à long terme. L'ANCLI et l'IRSN donc ont décidé, à partir de 2009, début 2010, de travailler le sujet et de faire un groupe technique pour parler de cela. Donc, il y a eu des échanges d'abord sur le thème du post-accident, et puis il s'est découvert pour les deux parties un intérêt à développer une action commune relative au post-accident. Donc, un groupe de travail a été mis en place entre l'ANCLI et l'IRSN sur le post-accident, et il était très vite apparu que pour parler dans les territoires de post-accident, il fallait un outil simple. Alors, on y reviendra tout le long de la matinée sur un outil qui n'est pas un outil d'expertise. Donc, nous avons mis en place, début 2010, un outil de sensibilisation aux conséquences post-accidentelles associées à des situations d'urgence susceptibles de concerner les installations nucléaires françaises. Vérifiez, vous mettez sur japonais, puis vous vérifiez s'il y a des difficultés. Donc effectivement, ce groupe de travail a défini d'abord les modalités d'application, mais surtout ce que pourrait être cet outil. Alors, sachant qu'il était indispensable qu'il soit simple d'utilisation et qu'il ne soit pas réservé à des experts. Donc, en 2011, l'IRSN a construit l'outil générique qui s'appelle OPAL, outil pour les acteurs locaux. C'est une traduction simple, mais plus compliquée dans la réalité. Donc cet outil, parce qu'il est évident qu'il fallait qu'il soit validé par le CODIRPA, a été présenté en 2012, au début 2012. Et la même année, il y a eu un déploiement progressif sur 4 territoires volontaires, en tout cas pilotes. Vous avez la liste, Marcoule, Saclay, Golfech et Gravelines. L'idée, c'était pour peaufiner l'outil, pour qu'il soit utilisable et qu'il prenne en compte les réalités de terrain, je dirais. L'idée, c'était de développer sur 4 territoires assez différents, hein, puisqu'ils partageaient la France entre sud-est, sud-ouest et puis le nord. Hein. Donc, cet outil a été donc mis en œuvre. Et à partir de 2012, les 4 expérimentations ont été suivies par le GPPA et par le groupe de travail ANCLI-IRSN pour voir les remontées de l'application de l'outil OPAL sur les territoires. Donc je ne vais pas m'étendre plus puisqu'il va être présenté, mais simplement sachez que ça a été tout à fait positif. On va en parler après mon exposé. Donc OPAL, c'est aussi faire prendre conscience les territoires des conséquences et des responsabilités de chacun en situation post-accidentelle et inciter les acteurs locaux à travailler ensemble pour être en capacité de mieux réagir si une crise survenait. Donc, OPAL présente uniquement des informations liées à la situation post-accidentelle sur des scénarios de type défini. Alors, sur les scénarios, on en dira un mot, mais c'est des scénarios d'accidents qualifiés de moyens ou de moyenne importance. Voilà. Donc, OPAL, la conséquence, n'a pas vocation à être utilisée à des fins d'expertise en situation de crise réelle ou d'exercice de crise. C'est un outil de sensibilisation, ce n'est pas un outil d'expertise ni de simulation de crise réelle. Donc voilà. J'ai parlé un peu plus lentement sur la fin, j'espère que la traduction a suivi. Nous n'allons pas aborder les questions de suite, on va vous présenter OPAL et je pense qu'après on fera un bilan et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez sur cet outil. Je vous remercie pour votre attention. Merci.